Découvrez des cultures hautes en couleurs. Découvrez de nouveaux points de paradis à protéger. Découvrez des lieux secrets et des paysages spectaculaires. Découvrez différentes façons de vivre. Découvrez de nouveaux horizons. Tous les jeudis 19h sur TV5. T'as besoin de plus de fibres. Hein? Tu vas voir, ça goûte bon. Maintenant, il y a 2 grammes de fibres dans les céréales Fruit Loops. Regarde, ça aide ton médo à sourire. Ta maman va aimer ça. C'est vrai que c'est bon. Les fibres, c'est bon pour ta santé. Je peux jamais lire ces trucs-là. Les céréales Fruit Loops et Corn Pop contiennent maintenant des fibres. Avec Kellogg, les fibres font sourire. 20 ans de rencontres fortes, 2090 grands reportages, 80 prix et récompenses. Une véritable institution. Envoyé spécial fête ses 20 ans, le jeudi 10 juin 20h sur TV5. Alors que sur le continent la colère gronde, les métropoles invitent les équipes africaines à se produire en Europe. Ces matchs servent de vitrine aux empires et chantent les bienfaits de la colonisation. Dans cette ligne politique, au Portugal, le régime du général Salazar développe un concept colonial original, le lusotropicalisme. Le lusotropicalisme vante les mérites d'un empire métissé dans lequel les inégalités raciales sont tout simplement ignorées. Les grands clubs portugais, le Benfica ou le Sporting de Lisbonne, recrutent les talents des colonies angolaises et mozambicaines. Des joueurs comme Eusébio explosent sur la scène internationale. De la tête de Eusébio a plongé à profondeur. Eusébio vient de donner la victoire à l'équipe du Portugal. Eusébio, premier ballon d'or africain, sera involontairement le porte-drapeau de la dictature portugaise jusqu'à la décolonisation tardive des années 70. Plus de 52 000 personnes assistent à Colombes au match France-Tchécoslovaquie, le 8e du nom. En France, on développe une théorie voisine, celle de l'assimilation. On voit alors apparaître les premières stars d'origine africaine dans les équipes de métropole. Leur talent commence à imposer un autre visage de l'Afrique. Mais la reconnaissance sera le fruit d'un long combat. Les joueurs africains sont considérés d'abord comme de potentiels joueurs français, à savoir qu'ils sont licenciés dans une ligue qui dépend de la Fédération française de football, et si besoin est, eh bien, ils peuvent être sélectionnés pour jouer en équipe de France. Alors, ça a été surtout le cas des joueurs d'Afrique du Nord, mais dans la seconde moitié des années 50, eh bien, de plus en plus de joueurs d'Afrique de l'Ouest française vont en France. Dès les années 30, Raoul Diagne, fils d'un député sénégalais, Blaise Diagne, est le premier joueur noir en équipe de France. Enfant de la haute bourgeoisie, évoluant au Racing Club, il a incarné le visage idéal de l'assimilé. Le Maroc, pays de légende et de mythes. Larry Benbarek, c'est quelqu'un de tout à fait différent. Il est né à Casablanca, hein, il est marocain, il a la peau noire, il est musulman, et il y
Il a commencé à jouer, comme beaucoup de gamins, dans les rues de Casablanca, avant d'être remarqué par les dirigeants de l'US marocaine. Par le biais de ces réseaux de la France coloniale, de commerçants, eh bien, il devient vite une des vedettes de l'Olympique de Marseille, au rôle en gros d'inter ou d'attaquant. Marseille 0 à la 8e minute de jeu. Ben Barek s'est porté à l'attaque. Il passe à Mercurio. Un joueur qui est extrêmement doué techniquement, un grand dribbleur, qui va faire son entrée en équipe de France, donc à partir de 1937-38. Ben Barek, c'était le premier Pelé dans l'histoire du football mondial. C'était quand même le plus grand footballeur noir de l'histoire du football avant Pelé. La presse française n'acceptait pas qu'un joueur noir soit meneur de jeu de l'équipe de France. Ils l'ont beaucoup critiqué, souvent critiqué. Mais c'est le premier pour moi qui ai vu Pelé, Maradona, Cruyff, Platini, etc., etc. Je les ai vus et je les ai vus à lui. Ben, je dis, c'est le jour et la nuit. C'était un joueur élégant, c'était un joueur d'inspiration, c'était un joueur de correct. Il avait une technique extraordinaire. C'était un artiste, c'était un artiste, un grand artiste. Il avait une détente et puis exceptionnelle. Excellent technicien d'ailleurs. Quand on parlait de lui, ceux qui l'aimaient bien disaient le footballeur qui parlait en arabesque. C'est quand même joli ça. Ben Barek, alors en fin de carrière, participe au match qui oppose les joueurs d'Afrique du Nord à la sélection française de Métropole, le 7 octobre 1954. Avec ses coéquipiers, il s'impose par 3 buts à 1 devant le public du Parc des Princes médusé. 3 semaines après ce choc sportif, la guerre d'Algérie éclate avec les attentats de la Toussaint Rouge. Quelle étrange proximité entre ces deux événements, l'un sportif et l'autre politique. Pour les vedettes du football algérien évoluant en France, l'heure des choix va sonner. Ben Tifour, par exemple, qui a été le premier international d'origine algérienne à disputer le Coupe du Monde, c'est-à-dire en 1954, Ben Tifour, il prenait de l'argent, il prenait des cotisations pour le FLN, il cachait certains personnages, je pense qu'il a dû aussi cacher des armes. Bon, donc il était militant actif, déjà. Bon, et c'était un international français. À cette date, Rachid Mekloufi, la jeune vedette de l'AS Saint-Étienne, n'a pas encore l'engagement politique de Ben Tifour. Son évolution personnelle épouse étroitement l'émancipation du peuple algérien. Né à Sétif, en 1936, Rachid Mekloufi assiste aux événements dramatiques du 8 mai 1945. En Algérie, comme dans tout l'Empire français, on fête ce jour-là la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les revendications des nationalistes algériens s'expriment à cette occasion. L'armée française réprime ces manifestations. En 1945, j'avais 9 ans. Et je me rappellerai toujours du jour où il y a eu 40 000 morts assassinés par l'armée française. Constitutifs de l'identité algérienne, les massacres de Sétif ont été occultés de l'histoire de France. Ce douloureux souvenir n'étouffe pas la passion du jeune Mekloufi pour le football. En 1956, son rêve se réalise quand Jean Snella l'engage à Saint-Étienne. Attaquant spectaculaire, il devient la coqueluche du club. J'étais un jeune fou, chien fou. Avant. Je demandais que le ballon dans l'espace. Et j'allais marquer. C'est une mitraillette, c'est un marqueur de but. Je pense qu'il termine quasiment deuxième meilleur buteur du championnat de France, avec plus de 20 buts, 21 buts, je ne me rappelle plus, en 57, je crois. J'étais footballeur à Saint-Étienne. On gagnait de l'argent, on gagnait des matchs, on gagnait tout ça. Mais en tant qu'homme, j'étais nul, j'étais rien du tout. Cet acquis que j'ai obtenu pendant 4 ans avec l'équipe de FLN, je n'aurais jamais pu me combler avec tout l'argent que j'aurais gagné à la Coupe du Monde. À la veille de jouer la Coupe du Monde 1958 sous la bannière française, Mekloufi est contacté par d'autres joueurs de Sétif opérant pour le Front de Libération Nationale. Les combats durent depuis 4 ans en Algérie. La majorité du peuple français ne savait pas qu'il y avait une guerre en Algérie. On voulait faire croire
qu'en Algérie, il y avait des félagas, il y avait des brigands, mais qu'il n'y avait pas une véritable guerre. Le FLN a eu l'idée extraordinaire de faire de telle sorte que les meilleurs footballeurs partent, quittent les clubs et disent non, il y a la guerre contre le peuple algérien, on s'en va. Hop, tous les footballeurs algériens sont partis. Et là, ça a été un vrai choc psychologique. Je crois que ce geste-là a fait avancer l'histoire de manière considérable. C'est-à-dire que la guerre aurait sans doute duré beaucoup plus longtemps s'il n'y avait pas eu cette prise de conscience. Au signal du FLN, les joueurs algériens quittent le sol français dans la clandestinité et perdent leur statut de footballeur vedette. Ils se retrouvent à Tunis, siège du Front de Libération.